La fumée roulait à travers la vallée fracassée, s'enroulant autour des carcasses calcinées de véhicules et de métal tordus. L'air tremblait sous le crépitement du feu et le bourdonnement sous des moteurs qui tournaient au ralenti en arrière-plan. Des bottes écrasaient les débris tandis que les soldats américains se déplaçaient méthodiquement à travers les décombres, rassemblant des renseignements, criant des coordonnées, leur voix résonnant contre les murs noircis. Le lieutenant Ryan Carter, 31 ans, commandait le nettoyage, la poussière sur son visage, l'épuisement dans ses yeux. Il pensait qu'il venait juste de prendre un dépôt d'armes standard. Rien de spécial, rien d'inattendu, jusqu'à ce qu'il la voie. Parmi la ligne de détenus se tenait une femme, les mains attachées avec des serre-câbles, silencieuse et immobile. Elle ne pleurait pas ni ne suppliait comme les autres. Ses yeux gris restaient fixés sur la crête nord-ouest lointaine, calme et calculateur. Probablement leur opératrice radio. Plaisanta un soldat. Un autre rit. Trop propre pour être local. Le sergent-chef Luc Briggs murmura tranquillement. Il y a quelque chose qui cloche avec elle. Elle ne broncha pas, ne cligna pas des yeux, continuant simplement à observer les collines où l'artillerie de Carter était maintenant installée. Un faible éclat de métal apparaissait sous son col. Un corbeau gravé à côté d'une étoile unique. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à Cohésion Interne pour ne jamais manquer ces véritables récits de courage, et dites-nous dans les commentaires d'où nous regardez aujourd'hui. Le lieutenant Ryan Carter s'appuya contre la table pliante, fixant la femme silencieuse assise en face de lui. La tente bourdonnait faiblement avec les générateurs à l'extérieur, le martèlement sourd des machines et le bavardage radio discret s'infiltrant à travers la toile. Elle était assise parfaitement immobile, les mains toujours attachées, les yeux suivant rien et tout à la fois. Il avait interrogé des dizaines de détenus auparavant. Celle-ci était différente. « Votre nom » dit-il calmement. Aucune réponse. « Vous comprenez l'anglais » Son expression ne changea pas. Pas de défi. Autre chose. De la précision. Le sergent Luc Briggs se tenait près de l'ouverture, les bras croisés. « Mon lieutenant, elle fait juste le mur. Laissez le renseignement s'en occuper. » Carter secoua la tête. « Non, elle est trop calme pour ça. » Il s'assit en face d'elle, les coudes sur les genoux. « Vous connaissez ces collines, n'est-ce pas ?» Ses yeux se posèrent une fois sur la carte épinglée sur la table, puis revinrent sur lui. Le caporal Masson il entra, jeune et enthousiaste, une tablette à la main. Il remarqua immédiatement ses bottes éraflées, beige réglementaire, mais un modèle abandonné depuis des années. Distribution spéciale. Il fronça les sourcils. « Mon lieutenant, ce ne sont pas des bottes locales. Ce sont les nôtres. » Briggs. Peut-être qu'elle les a trouvées sur un soldat mort. Mais la voix de Masson baissa. « Non, regardez les lacets. Ce motif est militaire. Elle les a noués correctement. » La patience de Carter s'amenuisa. Il frappa du poing sur la carte. « Vous avez quelque chose à dire? Dites-le. » La femme ne broncha pas. Son regard se déplaça vers la crête nord-ouest, traçant les lignes de contour avec une familiarité troublante. Puis, avec une précision lente, elle leva une main entravée et tapota 2 fois juste en dessous de la crête où leur artillerie était stationnée. « Qu'est-ce que ça veut dire, bon sang ?» demanda Briggs, l'irritation cachant l'inquiétude. Aucune réponse. Elle abaissa sa main à nouveau, revenant à l'immobilité. Il chuchota. « C'est un avertissement, mon lieutenant. Je pense qu'elle pointe quelque chose. » Carter expira, passant un pouce sur sa mâchoire. Il avait vu la peur, le défi, le chagrin, mais pas ça. Pas ce genre de calme qui venait du contrôle. Chaque regard, chaque pause, chaque clignement d'œil d'elle semblait calculé. À la tombée de la nuit, la rumeur se répandit dans l'unité. La silencieuse avait perturbé le lieutenant. Le surnom resta. Pendant que d'autres plaisantaient, il continuait à l'observer. Quand il lui tendit une bouteille d'eau, elle accepta d'un hochement de tête, de la main gauche, style militaire, comme si elle était entraînée à ne pas exposer sa main de tir. Briggs marmonna. « Carter, elle est soit entraînée, soit un problème. Dans tous les cas, ce n'est pas une simple villageoise. » Plus tard, Carter aperçut son reflet dans la plaque miroir de son navet. Elle ne regardait plus les gardes ni les détenus, seulement les canons d'artillerie brillant faiblement sur la crête. Il retourna dans la tente et l'étudia à nouveau. « Vous n'êtes pas celle qu'il pense, n'est-ce pas ?» Ses yeux se levèrent juste assez pour croiser les siens. Une compréhension silencieuse passa entre eux, vive et fugace, disparut en un instant. Le caporal, il travailla tard cette nuit-là, parcourant les archives sécurisées. Quand il tapa « un signe corbeau »,
Une image déclassifiée apparut, un emblème de tireur d'élite utilisé par une unité expérimentale appelée Wolf 9. Tous les opératifs avaient été déclarés tués au combat il y a 2 ans dans une embuscade pendant l'opération Black Glacier. Le commandant de l'unité, capitaine Elena Monroe. Il regarda à nouveau le badge de la femme posé sur la table, à moitié enfoui dans la poussière, un corbeau à côté d'une étoile unique. Il se figea. Le vrai nom de la femme était Elena Monroe, début de la trentaine. Américaine, une légende qui avait disparu sans laisser de traces. Un commandant de tireurs d'élite qui, selon tous les dossiers officiels, n'existait plus. Dehors, Carter écrasa une cigarette et jeta un coup d'œil vers sa tante. Elle était assise dans la lueur d'une lanterne vacillante, les mains jointes, le regard distant, mais vivante. Il ne pouvait pas encore l'expliquer, mais il le sentait dans ses tripes. Cette femme n'était pas leur ennemie. Elle était quelque chose d'entièrement différent. La soirée s'installa lourdement sur la vallée, épaisse avec l'odeur de métal brûlé et de pluie distante. Le camp s'était fait silencieux à l'exception du bourdonnement des générateurs et du cliquetis occasionnel de bottes sur le gravier. Le lieutenant Ryan Carter se tenait à l'extérieur de la tente de détention, les bras croisés, observant le faible scintillement d'une lanterne à travers le tissu. À l'intérieur, la femme était assise là où elle avait toujours été, parfaitement immobile, les yeux fixés sur la ligne de crête à travers une petite déchirure dans la toile, la même ligne de crête qu'elle avait tracée sur la carte. Il l'avait gardée isolée des autres détenus. Quelque chose dans son attitude le rongeait. Pas de la peur, pas de la colère, du calcul. Elle étudiait chaque son, chaque ombre, chaque rotation de patrouille, et Carter ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'elle savait quelque chose que le reste d'entre eux ne savait pas. Le sergent Luke Briggs s'approcha, se frottant les mains contre le froid. « Vous pensez toujours qu'elle en vaut la peine ?» Le renseignement dit de conclure et de la transférer à la division. Carter ne détourna pas le regard. « On la déplacera quand je comprendrai ce qu'elle regarde. » Briggs expira. « Elle vous manipule, mon lieutenant. Distraction classique. Vous savez combien de fois j'ai vu. » Une voix coupa à travers l'obscurité depuis le poste radio. « Mon lieutenant, l'équipe de reconnaissance Delta a manqué son point de contrôle. Dernier signal, il y a 30 minutes. » Carter se redressa. Essayez leur fréquence à nouveau. Friture, puis silence. Il jeta un regard vers la tente à nouveau. À travers la fente dans la toile, il pouvait voir son profil faiblement éclairé par la lumière de la lampe, les yeux toujours sur les collines. Elle n'avait pas bougé, pas une seule fois. Puis le soldat Logan Price sortit de la tente en courant, pâle et essoufflé. « Mon lieutenant, vous devez voir ça. Elle fait quelque chose de bizarre. » Carter et Briggs le suivirent à l'intérieur. L'air était humide et chaud. La femme était assise en tailleur, tapotant légèrement sur le poteau métallique de la tente un faible motif rythmique. Tapotement court, longue pause. Encore et encore. Briggs ricana. « C'est quoi ça? Une sorte de corde? » Price avala sa salive. « C'en est un, sergent. Du morse. J'en ai capté une partie grâce à mon père. Il était dans le corps des transmissions. » Elle répète un mot. « Delta. » Le mot frappa Carter comme une étincelle. Delta, l'élément de reconnaissance qui était dans le noir. Briggs croisa les bras. Pratique. Elle a pu entendre les bavardages. « Mon lieutenant, elle bluffe. » Carter s'accroupit à côté d'elle, la voix basse mais ferme. « Qui vous a parlé de Delta ?» Les tapotements cessèrent. Pendant un long moment, il n'y eut que le sifflement de la lanterne. Puis elle parla, calme, posée, son ton dépouillé de toute peur. « Si vous envoyez des hommes par la route nord, dit-elle, ils seront morts dans 20 minutes. » Toutes les têtes se tournèrent. L'accent américain était indéniable. Pas local, pas emprunté. Réel. La mâchoire de Carter se serra. « Comment savez-vous ça? » Ses yeux se levèrent pour rencontrer les siens. Calme, stable. « Parce que c'est exactement ce que je ferai. » Briggs laissa échapper un rire amer. « Mon lieutenant, elle vous manipule. Tactiques ennemies. Vous ne pouvez pas... » Silence, coupa Carter. La femme se pencha en avant et avec ses mains entravées tira un crayon sur la carte, toujours épinglée sur la table. Les mouvements étaient précis, délibérés. Elle marqua 2 crêtes, un lit de rivière asséchée et une seule route étroite qui serpentait à travers le col nord. Puis elle ombra les pentes environnantes. « Ici, » dit-elle en tapotant légèrement. 2 nids de mitrailleuses, tous 2 avec des champs de tir qui se chevauchent. Elle fit glisser le crayon d'un pouce vers le sud. « C'est la zone de mise à mort. »
Ils laisseront passer votre équipe de tête d'abord, attendront que les camions de soutien entrent, puis s'effondreront des deux côtés. L'estomac de Carter se noie. C'était trop précis, trop propre. Chaque ligne correspondait au terrain qu'il avait vu à travers sa lunette ce matin-là. Briggs essaya de ricaner, mais l'inquiétude dans ses yeux le trahit. Vous vous attendez à ce qu'on croie que vous connaissez toute leur configuration? Elle leva les yeux vers lui, l'expression illisible. Non, dit-elle doucement. Je m'attends à ce que vous croyiez que vos hommes n'ont pas beaucoup de temps. Carter sentit la pièce basculer. La tension était assez vive pour bourdonner. Il se tourna vers l'opérateur radio. « Contactez-moi Delta maintenant. » L'homme tourna le cadran, la voix tendue. « J'essaie, mon lieutenant. » Toujours rien que de la friture. La voix de la femme intervint à nouveau. Toujours calme, toujours détachée. « Vous les aurez dans un moment. 2 mots. Puis ça s'arrêtera. » Briggs leva les yeux au ciel. Elle devine. Carter ouvrit la bouche pour exiger des réponses. Et puis la radio crépita. Une explosion de bruit, puis une voix brisée par des coups de feu. Contact nord. La friture avala le reste. La pièce se figea. Le visage de Briggs perdit ses couleurs. La main de Carter se resserra sur le bord de la table jusqu'à ce que le bois craque. La femme expira tranquillement, comme si elle confirmait quelque chose qu'elle savait déjà. « Ils ont déclenché le piège, » dit-elle. « Mais il n'est pas trop tard. » Elle tendit à nouveau la main vers le crayon, esquissant rapidement un itinéraire alternatif à travers un lit de rivière asséchée qui contournait la crête. « Envoyez votre force de réaction rapide par ici, » instruisit-elle. « Ils arriveront par le flanc, couperont les mitrailleuses par l'arrière et extrairont votre équipe vers le sud. Si vous prenez la route principale, ils seront anéantis avant le lever du soleil. » Briggs fit un pas en avant. « Mon lieutenant, c'est de la folie. On ne peut pas agir sur la parole d'un prisonnier. Le protocole dit que 6 hommes vont mourir si on ne bouge pas. » Coupa Carter. La tente tomba dans le silence, à l'exception du bourdonnement de la lanterne. Dehors, le tonnerre gronda quelque part loin dans les montagnes. Il la regarda à nouveau, cette femme silencieuse et illisible qui connaissait le terrain comme s'il était gravé dans ses os. Son visage resta calme, mais il y avait une lueur dans ses yeux, quelque chose entre la résolution et l'épuisement. Carter fit son choix. On déplace la FRR par le lit de rivière. Maintenant. Briggs commença à protester, mais un seul regard le fit taire. En quelques minutes, le camp explosa en mouvement. Les moteurs rugirent. Les hommes chargèrent, claquant les trappes, verrouillant les munitions. L'opérateur radio surveillait le signal, mais la ligne de Delta resta morte. Carter se tenait près du hangar des véhicules, le casque serré. Le convoi démarra sous les lumières rouges, les pneus coupant à travers la terre. Dans la tente, la femme resta assise, calme comme toujours. Le caporal, il s'attarda près de l'ouverture, mal à l'aise. « Madame, » dit-il doucement, bien qu'il ne soit pas ce pourquoi il appelait ainsi, « comment saviez-vous qu'il serait là ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Ses yeux restèrent fixés sur l'obscurité dehors. Puis, doucement, parce que je l'ai déjà vu. Les minutes s'étirèrent longuement. La radio du camp grésilla par cycle. Chaque soldat à portée de voix resta proche, écoutant, espérant. Puis, à travers la friture, une faible voix perça, haletante, rauque, mais vivante. Delta extrait. Je répète, Delta extrait. Ennemi neutralisé. Des acclamations éclatèrent dans tout le camp. Carter baissa la tête, la tension quittant enfin ses épaules. Briggs resta sans voix. La femme n'avait pas bougé d'un pouce. Elle ferma simplement les yeux un moment, puis murmura dans sa barbe. « C'est un nom de moins sur le mur ?» Carter se tourna vers elle, réalisant la vérité en face de lui. Qui qu'elle soit, elle n'avait pas deviné. Elle n'avait pas improvisé. Elle avait prédit, planifié et sauvé des vies. Et elle avait tout fait en portant des cercables et le silence. Il regarda à nouveau la carte, traçant les marques soigneuses qu'elle avait dessinées. Ce n'était pas de la chance. C'était de l'entraînement. Et quelque part au fond de ses tripes, il savait que cette femme n'était pas une prisonnière. Elle était un soldat. Qu'auriez-vous fait dans ce moment? Faire confiance à l'étrangère silencieuse ou suivre le manuel? Le sauvetage arriva vite et brutal, comme la tempête qui se formait à l'horizon. Le lieutenant Ryan Carter se tenait dans le poste de commandement, la radio serrée contre son oreille, écoutant le chaos se dénouer puis se stabiliser. Les appels saccadés de la FRR se déplaçant exactement comme elle l'avait dessiné sur la carte.
Son plan avait semblé imprudent au début. Utiliser le lit de rivière asséché, contourner la crête, prendre l'embuscade par le flanc. Mais chaque seconde qui passait montrait clairement qu'elle avait eu raison sur tout. 10 minutes plus tard, des phares percèrent l'obscurité. Les véhicules de Delta revinrent au camp, cabossés et fumants, mais intacts. 6 hommes en descendirent, les visages coupés, les uniformes déchirés, mais vivants. Vivants. Exactement comme elle l'avait dit. Le camp changea du jour au lendemain. Les rires cessèrent. Les plaisanteries disparurent. La prisonnière avait sauvé toute une équipe de reconnaissance avec rien d'autre qu'un avertissement et un regard calme. Même Briggs, qui en doutait le plus, se tenait maintenant devant sa tante avec une incrédulité silencieuse. Elle l'a prédit à la minute près, marmonna-t-il. Comment diable savait-elle? Carter ne répondit pas. Il l'observait à travers le mur de tissu, assise dans la même position, mains liées, tête légèrement baissée. Elle ne célébrait pas. Elle ne regardait même pas le sauvetage, respirant simplement régulièrement, comme si c'était inévitable. La rumeur se répandit comme une traînée de poudre dans le peloton. Ils l'appelèrent le fantôme, certains par respect, d'autres par malaise. Personne n'osait plus se moquer d'elle maintenant. Le caporal Mason, il ne pouvait se débarrasser de sa curiosité. Ce badge, la petite pièce métallique que Carter avait trouvée sous son col, le tracassait depuis le début. Il le récupéra du plateau des pièces à conviction, frotta la crasse avec un chiffon et le tourna vers la lumière de la lampe. La gravure était faible mais claire. Corbeau 37, Wolf 9. Le pouls de il s'accéléra. Il sortit sa tablette et se connecta à la base de données sécurisée, fouillant les archives. Wolf 9 ne fit apparaître qu'un seul dossier. Caviar D est marqué. Force opérationnelle conjointe unité spéciale de tireurs d'élite. Opération Black Glacier. Il fit défiler, parcourant le résumé après action. Statut. Unité détruite en embuscade. Tout le personnel tué au combat. Officier commandant. Capitaine Helena Monroe. Le souffle de il se bloqua. Il regarda à nouveau vers la tente où elle était assise dans la pénombre, calme comme toujours. Il murmura. « Mon lieutenant, elle est censée être morte. » Carter leva les yeux de son bureau, l'incrédulité clignotant sur son visage. « Morte ?» Il hocha la tête, faisant glisser la tablette vers lui. La photographie du dossier était en noir et blanc, flou par le temps, mais les yeux étaient indéniables, gris, vifs, distants. Carter la fixa longuement. Dehors, le tonnerre gronda à nouveau, bas et sans fin. La réalisation s'installa lentement et lourdement. La femme qu'ils avaient moquée, liée et interrogée, n'était pas du tout une prisonnière. Elle était un soldat, un commandant de tireurs d'élite qui était morte sur le papier et qui avait, d'une manière ou d'une autre, marché à nouveau dans leur monde. Le lendemain matin arriva gris et froid, le genre de lumière qui faisait ressembler le désert à de la cendre. Le lieutenant Ryan Carter fixait toujours la tablette que le caporal Mason lui avait remise quand le premier son atteignit le camp. Des moteurs diesel bas, réguliers, trop disciplinés pour être un convoi égaré. Toutes les têtes se tournèrent vers le périmètre extérieur. À travers la brume, une ligne de camions noirs m'a remonté à la route. Pas de marquage, pas de drapeau. Se déplaçant en formation parfaite. Qui a autorisé ce trafic? Aboya Carter. Personne ne répondit. La radio confirma. Aucune arrivée prévue, aucun convoi ami dans la zone. Les tours de garde enclenchèrent leur cran de sûreté. L'air s'épaissit. Briggs marmonna. « Mon lieutenant, ce n'est pas une livraison. C'est une équipe d'élimination. » Carter leva ses jumelles. Les véhicules s'arrêtèrent à 30 mètres. Les portes s'ouvrirent en séquence, pas dans la panique, mais en chorégraphie. Des hommes en treillis noirs descendirent. Fusils en bandoulière mais prêts, yeux vifs. Leur discipline disait une chose, opération spéciale. Mais de qui? Cessez le feu, ordonna Carter. Voyons qui veut mourir en premier. Puis une silhouette émergea du véhicule de tête. Un homme grand, cheveux sels et fer sous sa casquette, posture raide comme un piquet. Il se portait comme quelqu'un qui avait passé trop longtemps à donner des ordres et encore plus longtemps à garder des secrets. La poussière tourbillonna autour de ses bottes alors qu'il avançait. Colonel Thomas Shaw, se présenta-t-il avant que quiconque ne demande, la voix calme, posée. Commandement des opérations. Briggs chuchota dans sa barbe. Il est de la division fantôme. Qu'est-ce qu'il fait ici? Carter avança. Prudent. C'est un site actif, colonel. Vous n'êtes pas autorisé. Shaw ne lui répondit pas.
Ses yeux balayèrent le camp, scrutant les visages, l'équipement, les épaves fumantes, jusqu'à ce qu'il s'arrête sur la tente. Sur elle, Helena Monroe se tenait dehors maintenant, toujours liée, la poussière s'accrochant à ses cheveux. Pour la première fois depuis sa capture, quelque chose vacilla dans son expression. De la reconnaissance. Shaw se figea en pleine foulée. La dureté de son visage se brisa. Sans un mot, il se redressa, talons joints, et se mit au garde à vous. Puis il salua. « Capitaine Monroe, Madame. » Le camp tomba dans un silence si profond qu'il sembla avaler le vent. Chaque soldat qui avait déjà ri, douté ou chuchoté à propos de la prisonnière, silencieuse fixa simplement. Même Briggs recula d'un pas. Carter regarda de Shaw à elle, la confusion brûlant derrière ses yeux. « Capitaine ?» Shaw baissa son salut, la mâchoire serrée. « Lieutenant, vous avez détenu l'un des tireurs d'élite les plus décorés que cette armée ait jamais produit. L'officier commandant du Wolf 9. Tué au combat, ou du moins c'est ce que disaient les papiers. » Les mots frappèrent le camp comme une onde de choc. Le fusil du soldat Price s'abaissa. Quelqu'un murmura « C'est elle, le fantôme dont il parle. » Carter se tourna vers elle lentement. Elle ne regardait personne, juste au-delà d'eux tous vers la crête où elle avait autrefois combattu et avait failli mourir. Le soleil attrapa le bord de son badge alors qu'il se balançait contre sa poitrine. Corbeau 37. Shaw s'approcha, la voix calme mais ferme. « Nous pensions que tu étais parti. Lena, tous les rapports disaient que Black Glacier t'avait anéanti. » Elle croisa son regard pour la première fois, calme et lourde de mémoire. « Presque. » Carter resta cloué sur place. Tout, le silence, les avertissements, la carte, la précision, tout s'emboîta. Elle n'avait pas analysé le terrain comme une ennemie. Elle le revivait. Shaw se tourna vers les soldats stupéfaits. « Détachez-la. Maintenant ?» Briggs hésita. « Mon lieutenant, avec tout le respect, c'est un ordre, sergent. » Les cercables tombèrent. Monroe fléchit ses poignets une fois, puis hocha la tête vers Carter. « Vous avez déplacé vos hommes quand je vous l'ai dit, » dit-il en avalant sa salive. « Vous les avez sauvés. Tous. »« Rien de plus ?» dit-elle. Shaw fit signe à ses hommes, qui commencèrent à décharger des caisses scellées des camions noirs de l'équipement marqué de classification top secrète. Quoi que ce soit, cela allait plus profond que tout ce qu'il comprenait. Carter la regarda marcher aux côtés de Shaw vers la tente de commandement, les soldats s'écartant comme une marée. Chaque murmure moqueur qu'il avait suivi depuis l'échange de tirs disparut dans la poussière. Pour la première fois depuis le début de la guerre, la vallée fut silencieuse pour la bonne raison. Le respect. La tente de commandement semblait plus petite que jamais, ses murs de toile portant le poids de chaque mot qui passait entre eux. La tempête à l'extérieur secouait les poteaux, le tonnerre résonnant faiblement à travers la vallée. À l'intérieur, le colonel Thomas Shaw se tenait au-dessus de la table de cartes, les doigts appuyés à plat, les yeux verrouillés sur le lieutenant Carter. En face d'eux, Helena Monroe restait silencieuse, son visage calme et marqué d'un épuisement tranquille. Shaw commença lentement, comme s'il choisissait chaque syllabe avec soin. Il y a 2 ans, le capitaine Monroe a dirigé le Wolf 9 pendant l'opération Black Glacier. Les paramètres de la mission étaient clairs. Exfiltrer un transfuge civil transportant des preuves d'expérience d'armes biologiques ennemies. Ça aurait dû être simple. Il baissa les yeux, la voix se resserrant. Mais ça ne l'a pas été. Il tapota un doigt sur la carte, la même ligne de crête que Monroe avait marquée plus tôt. Ils sont entrés dans un massacre. L'ennemi savait qu'ils arrivaient. Chaque sortie scellée, communication coupée, soutien aérien retardé. Ce n'était pas un échec du renseignement. C'était un piège. Carter fronça les sourcils. Un piège par qui? Le regard de Shaw s'assombrit. Le colonel Raymond Voss, opération spéciale conjointe. Il dirigeait la chaîne de supervision pour Black Glacier. Quand ce transfuge a refusé de remettre la recherche, Voss a ordonné un nettoyage. Il ne pouvait pas risquer que la preuve d'une expérience d'armes biologiques sanctionnée par les États-Unis ne fuite. Alors il s'est assuré qu'aucun témoin ne survive. Briggs expira brusquement, l'incrédulité se transformant en horreur. Il a frappé ses propres armes. Shaw hocha la tête une fois. Artillerie, frappes aériennes, mercenaires, toutes les astuces du livre. 16 hommes et femmes disparus en moins d'1 heure. Mais un a survécu. Il regarda vers Monroe. Elle a disparu avant qu'il ne puisse finir le travail. Officiellement, elle est morte dans l'explosion. Officieusement, elle traque le réseau fantôme de Voss depuis.
La gorge de Carter se serra. Et elle est venue ici. Elle n'est pas tombée par hasard dans votre camp, lieutenant, dit Shaw. Elle a suivi un signal. Ross a des agents infiltrés dans toute la région, contractants, techniciens des communications et officiers compromis. Sa prochaine frappe visait directement votre position d'artillerie. Carter cligna des yeux. La crête? Monroe parla enfin, sa voix calme mais stable. Il voulait vous anéantir et faire passer ça pour des représailles insurgées. Le même plan que la dernière fois. Je ne pouvais pas laisser ça se reproduire. La tente devint immobile. Chaque soldat qui avait douté d'elle la fixait maintenant avec une compréhension naissante. Elle n'avait pas été une prisonnière. Elle s'était jetée directement dans la ligne de feu pour débusquer la même corruption qui avait enterré son équipe. Carter s'effondra dans la chaise la plus proche, la vérité s'enfonçant comme un coup de poing. Vous nous avez sauvés pour finir ce qu'ils ont commencé. Les yeux de Monroe croisèrent les siens, vifs et calmes. Non, lieutenant. Je vous l'ai sauvé pour que personne d'autre ne finisse sur un mur de noms qui n'aurait jamais dû exister. Dehors, la foudre illumina les montagnes. Le vent hurla à travers le camp, portant un son qui ressemblait presque à des applaudissements. Ou peut-être était-ce juste la tempête. À l'intérieur de cette petite tente, la vérité se déposa comme de la poussière. Elle n'était pas leur prisonnière. Elle était le fantôme qui était revenu chasser les hommes qui pensaient qu'elle ne reviendrait jamais. Le premier obus de mortier frappa à 3 heures. L'explosion déchira l'obscurité, illuminant la vallée dans un éclair instantané de blanc et d'orange. Carter fut projeté de sa couchette, s'écrasant au sol tandis que la terre et les éclats d'obus pleuvaient à travers le tissu déchiré de la tente de commandement. Le deuxième obus atterrit quelques secondes plus tard. Plus près, trop près. Les sirènes hurlèrent. Le camp explosa dans le chaos. Contact, tirs entrants, crête sud. Quelqu'un cria dans la radio. Les hommes sortirent en trébuchant des couchettes, attrapant des fusils, des casques, tout ce qui était à portée de main. La nuit se remplit de confusion, de cris, de fritures, de fumée. Et à travers le chaos, une voix trancha, claire et tranchante. Éloignez-vous du parc de véhicules. Le ton de Monroe était un commandement, pas une suggestion. Elle se déplaçait comme par instinct, tirant un soldat abasourdi de derrière un camion de carburant juste avant qu'un autre obus n'explose à proximité, l'onde de choc aplatissant une tente. Carter se remit sur pied, désorienté, la regardant bouger. Elle ne se mettait pas à couvert comme les autres. Elle lisait les impacts, comptait les secondes, calculait. 3 tirs de réglage, marmonnait-elle pour elle-même, les yeux se plissant vers les collines. Le prochain barrage marchera dès en ouest. Elle courut vers le poste de communication, repoussant les débris. « Contactez-moi Overwatch », aboya-t-elle. L'opérateur hésita, surpris. « Maintenant ?» La radio crépita. « Overwatch, ici commandement avancé. Identifiez-vous. » Monroe se pencha, la voix stable et froide. « Corbeau 3, Echo 7. Mission de tir à mon signal. » La pièce se figea. Même l'opérateur radio leva les yeux écarquillés. Cet indicatif n'était pas censé exister. Après un battement de cœur, la réponse arriva. Calme, révérencieuse, immédiate. Reçu, capitaine Monroe. En attente des coordonnées. Chaque jeune soldat à portée de voix se figea là où il se trouvait. Ils n'entendaient pas un autre officier prendre le commandement. Ils entendaient une légende. Monroe attrapa le crayon gras, marquant des positions sur la carte maculée de terre. Grille cible, Sierra 5 à Sierra 8, barrage marchant du nord au sud. Feu pour effet. Confirmé. Overwatch répond. Obus en route. Quelques secondes plus tard, les montagnes rugirent. Des explosions fleurirent sur la ligne de crête en séquence parfaite, secouant le sol sous leurs bottes. Monroe ne broncha jamais. Elle lançait des ajustements avec une précision chirurgicale. Décalage 50 à gauche. Élévation baisse de 2 clics. Cessez le feu sur le flanc et redirigez pente ouest. Véhicules ennemis en mouvement. Les défenseurs commencèrent à se rallier autour de sa voix. La confusion se transforma en concentration. Les ordres qui s'étaient dispersés redevinrent coordonnés. Les hommes de Carter formèrent des lignes de tir, se repliant vers les tranchées secondaires sous sa direction. Couvrez vos angles. Gardez les silhouettes basses, aboya-t-elle, se déplaçant entre les trous de renard. Même Brick, boitant encore de l'explosion, tomba dans le rythme à ses côtés. On a des hostiles qui poussent à travers la brèche. Négatif,
coupa Monroe, levant son fusil. Un tir mesuré craqua à travers la fumée. La silhouette à la brèche s'effondra instantanément. Plus maintenant. Les minutes s'étirèrent comme des heures. Les mortiers tonnèrent. Les mitrailleuses crachèrent des traceurs dans la nuit, et pourtant elles se déplaçaient avec un contrôle total. Pas de panique, pas d'hésitation, juste ce même calme étrange qui les avait perturbés des jours plus tôt. Maintenant, c'était la chose même qui les maintenait ensemble. À 5 heures, la dernière vague se brisa. Les véhicules ennemis brûlaient sur la crête extérieure, leurs silhouettes brillant contre l'eau pâle. L'air empestait la fumée et l'huile. Le seul son restant était le faible sifflement de toiles brûlantes et l'écho lointain de l'artillerie sortante s'estompant dans le silence. Carter se tenait à côté de la tente de commandement fracassée, la poitrine se soulevant et s'abaissant d'épuisement. À travers le camp, les soldats commencèrent lentement à se lever, les armes toujours en main, les yeux scrutant les menaces qui n'étaient plus là. Dans la lumière grise, Monroe émergea de la fumée. Son uniforme était déchiré, strié de suie, mais sa posture était inébranlable. Elle s'arrêta au milieu des décombres, inspectant ce qui restait du camp qu'elle venait de sauver. Le colonel Shaw s'avança, son visage marqué de poussière et de mémoire. Pendant un long moment, il la regarda simplement, le soldat qu'il pensait avoir enterré des années auparavant. Puis il se mit au garde-à-vous et salua. « Bon retour, capitaine. » Carter suivit son exemple, la gorge serrée. Un par un, chaque homme du camp fit de même. Soldats, sergents, lieutenants, tous debout en silence, saluant la femme qu'ils avaient autrefois liée et moquée. Personne ne parla. Personne n'en avait besoin. La lumière du matin perça à travers la fumée, et dans cette immobilité, le respect remplaça tous les doutes qui avaient jamais rempli cette vallée. Helena Monroe ne s'inclina pas ni ne sourit. Elle rendit simplement le salut, stable, précis et silencieux. Le même silence qui les avait autrefois mal à l'aise portait maintenant le poids du commandement, de l'histoire, de la survie. Le fantôme du Wolfe 9 était revenu, et l'armée ne l'oublierait jamais. Des semaines plus tard, la guerre semblait un écho lointain. L'air à Fort Bragg était immobile, le terrain de parade bordé de drapeaux qui flottaient faiblement dans le vent de Caroline. Des rangées de soldats se tenaient en formation, les visages solennels alors qu'une seule plaque de bronze était dévoilée sous un tissu noir. 16 noms y étaient gravés, les hommes et femmes du Wolfe 9, ceux qui n'étaient jamais rentrés de l'opération Black Glacier. Le capitaine Helena Monroe se tenait à l'avant, uniforme impeccable, mains jointes derrière le dos. La lumière du soleil scintillait sur ses rubans, mais ses yeux étaient sur la plaque, pas sur la foule. L'inscription sous les noms se lisait simplement « Pour la vérité, pour l'honneur, pour ceux oubliés ». Quand le général s'avança avec la médaille, une destinée à reconnaître sa survie. Ses actions, son silence qui s'était transformé en révélation. Elle secoua doucement la tête. « Elle appartient avec eux », dit-elle, et elle la plaça contre le bronze juste sous le dernier nom. Le geste ne suscita aucun applaudissement, seulement un respect silencieux. Après la dispersion de la foule, le lieutenant Ryan Carter s'attarda. Il s'approcha à côté d'elle, chapeau en main, incertain de ce qu'il fallait dire. La femme qui avait autrefois été sa prisonnière se tenait maintenant devant lui comme quelque chose de bien plus qu'un soldat. Elle était la preuve que la conscience comptait encore dans un monde qui l'oubliait parfois. « Vous auriez pu rester silencieuse pour toujours, » dit-il finalement. « Personne n'aurait su. Vous auriez pu disparaître à nouveau. » Elle regarda la plaque, les yeux traçant chaque nom. « Le silence n'a d'importance que quand il protège la vérité, » répondit-elle doucement. « Pas quand il la cache. » Carter hocha lentement la tête. « L'armée a changé grâce à vous. » Monroe fit un faible sourire presque fatigué. Alors peut-être que le silence valait la peine d'être brisé. Elle plongea la main dans sa poche et sortit un petit badge métallique, le même qu'il avait vu briller sous son col ce premier jour dans la vallée. Le corbeau et l'étoile étaient usés et lisses par des années d'utilisation. « Gardez-le », dit-elle en le plaçant dans sa main. « Rappelez-leur que les personnes silencieuses sont généralement celles qui ont le plus vu. » Carter le regarda, sentant son poids, plus lourd que n'importe quel métal. Quand il leva les yeux à nouveau, elle marchait déjà, une silhouette solitaire s'estompant dans les rangées de drapeaux. Le vent balaya le terrain, attrapant le bord de la plaque et le métal qu'elle avait laissé derrière. Le respect n'est pas dans les médailles ou les rapports. Il est dans qui se tient droit quand personne ne regarde. Elle n'a jamais demandé de reconnaissance, n'a jamais voulu la célébrité. Tout ce qu'elle a toujours voulu, c'était la vérité et que le nom de chaque soldat soit rappelé comme il le méritait. Longtemps après la cérémonie, son histoire devint un rappel silencieux murmuré dans les casernes et les cours d'entraînement.
Il appelait le fantôme du Wolf Neuf le capitaine qui était revenu non pour la vengeance mais pour la justice. Certains héros laissent des empreintes dans l'histoire. Elle a laissé un silence qui parlait plus fort que n'importe quelle médaille n'aurait jamais pu le faire. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à Cohésion Interne pour ne jamais manquer ces véritables récits de courage. Ces histoires maintiennent le courage vivant pour les générations à venir. Abonnez-vous maintenant et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez aujourd'hui.